Je vais vous céder la parole. Comme d'habitude, veuillez vous présenter, dire d'où vous venez, qui vous représentez. Je vais tout d'abord prendre les questions à l'adresse de Michael, qui vient de la DG Santé, et ensuite je vous céderai la parole. On a jusqu'à 11h15, 20-25 minutes de questions. On va peut-être les prendre en bloc, les questions. Je vous cède la parole. Qui a une question à l'adresse de Michael? Bon, donc je suis Nadine Dominicus, écrivain belge, mais membre depuis plus de 10 ans d'une ONG de Guinée-Bissau. J'ai donc un petit regard un peu différent de vous. Du point de vue africain et surtout des populations loin des capitales, la sécurité alimentaire est conçue d'abord comme assurer une production suffisante pour ne pas mourir de faim, occasionnellement ou de manière permanente, ou de subir la malnutrition. Et d'autre part, il faut savoir que la société africaine traditionnelle est très écologique, que les gens savent reconnaître de bons aliments, du moins d'une manière générale, je ne parle pas des épidémies cachées, mais qu'ils vont faire un choix de survie d'abord. Et que tant qu'on n'a pas franchi cette première étape, on ne peut pas faire appel à un consommateur qui va dire « je mange plutôt ce fruit qu'un autre parce qu'il n'est pas bon ou parce qu'il a des défauts ». Mais donc, on doit se baser sur cette culture africaine de la connaissance du monde agricole. Je ne dis pas dans la ville. Hein. Dans la ville, les gens ont perdu ces connaissances. Bon, je vais vous laisser là. Hello, my name is Professor Linson. I'm an academic. Bonjour, je suis universitaire, professeur Linson. Michael, it's not really a question addressed to you, but you are Michael, ce n'est pas forcément une question à votre adresse, mais vous représentez la Commission. Donc, je préfère poser la question à votre présence, mais je vais être rapide. Je ne veux pas m'accaparer le micro. Alors, peut-être prudence à l'adresse des ACP. N'attendez pas trop des institutions européennes. Je crois qu'il faudrait avoir une véritable révolution de l'architecture de l'Union européenne pour se préparer à la transition vers plus de durabilité. Donc, prudence. Alors, l'hygiène, la sécurité alimentaire, l'éducation. On a parlé de logiciels personnalisés aussi, la sécurité alimentaire, des capteurs biodégradables, on y travaille. Et puis, le leitmotiv qui revient en permanence, c'est le renforcement des capacités. Pour ma part, je voudrais suggérer peut-être faire une suggestion et vous demander de rejoindre le nouveau programme de renforcement des capacités. Chers panélistes, il y a déjà 140 pays qui y participent, qui travaillent à l'éducation de demain, la gouvernance de demain, et on travaille notamment à une Info Week où on aura 160 délégations qui travailleront pour la première fois à ces questions au niveau mondial. L'idée est de faciliter, coordonner une coopération mondiale parce que nous avons un réseau de défis mondiaux qui ne peuvent être gérés que si on a une structure mondiale. Et j'aimerais dire qu'il y a deux solutions qui sont envisagées dans le monde pour pouvoir parvenir à un bien-être des citoyens. Alors, il y a les objectifs de développement durable de l'ONU, les objectifs de l'Union européenne qui proviennent directement de nos propositions, même si cela n'a pas été dit, et aussi le programme qui est proposé en tant qu'alternative. Je vous remercie. Thank you very much, Michael. Merci, Michael. Votre présentation tombait à point nommé. Au vu de l'approche sérieuse des différents acteurs en matière de sécurité alimentaire en Europe au niveau privé. Mais j'aimerais vous dire aussi qu'on a un programme complet de développement africain pour l'agriculture, c'est le CAADP, qui a pour objectif de s'assurer que l'agriculture est utilisée comme un outil pour la croissance économique sur le continent. Et évidemment, un des domaines
sur lequel il faut nous concentrer, c'est le marché. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous qui travaillez en Afrique, vous et vos collègues, vous devriez avoir recours au CAADP, qui est un outil à votre disposition. Chaque pays prévoit un plan d'investissement national pour l'agriculture. Il faut s'assurer que la sécurité alimentaire soit toujours mise en avant dans tous les partenariats que vous auriez avec chacun de ces pays. Je vous remercie. Michael, il y a donc 2 questions qui vous sont posées. La question de s'approprier au niveau national les systèmes alimentaires et quelle est l'approche de l'Europe par rapport à cela. Et puis la question de l'architecture, de la structure. Est-ce qu'elle répond aux attentes d'aujourd'hui? Je travaille avec la Commission européenne. Vous savez, je ne suis pas... Disons que nous sommes ouverts à la critique. Il n'y a pas de mal. J'ai mis l'accent sur les revendications des citoyens que l'on doit prendre en compte. Sinon, l'on en paie le prix. Très rapidement, pour rebondir sur l'expérience en Guinée-Bissau, il est vrai que la sécurité alimentaire est une notion assez subjective et pour beaucoup de pays africains, il y a suffisamment à gérer aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure que les demandes dans ce domaine sont liées aux attentes sociétales, à la viabilité écologique, à la santé animale, ainsi de suite. Et je pense que dans ce cadre-là, par rapport à l'Afrique, c'est l'impact de nos modèles de consommation, nos revendications sur l'Afrique. Et il est important que les ONG comme la vôtre essaient de sensibiliser les consommateurs à ces réalités-là. C'est important. À présent, quant à savoir si la Commission a la capacité de répondre, moi, je ne conseillerais à personne de dépendre uniquement de la Commission européenne ou de quelconque autre institution. Je pense qu'in fine, nous sommes tous maîtres de nos propres destinées en tant que pays. Si un pays donné s'est doté de ses objectifs de développement durable ou autre, in fine, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes. Oui, ils peuvent se tourner vers la Commission pour un certain niveau d'assistance, mais nous n'avons pas la prétention de détenir la panacée à tous les problèmes. Nous sommes assez conscients de nos limitations, mais n'oublions pas que dans le domaine des alimentations, nous sommes le plus grand exportateur et importateur dans le monde, de même que nous sommes le plus grand pourvoyeur de l'aide. Et nos normes sont bien souvent les références mondiales. Donc, si vous avez un intérêt dans le domaine agricole, il est très difficile de nous éviter. Vous pouvez ne pas nous aimer. Vous pouvez penser que nous ne sommes pas efficaces, mais vous aurez bien du mal à nous ignorer. Enfin, pour revenir sur le CAADP, nous sommes, comme je le disais, conscients de nos limitations et travailler avec des intermédiaires pour démultiplier les intérêts sur le terrain, ce n'est que positif. Nous devons travailler à vos côtés. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas de solution miracle à tous vos problèmes. Et donc, si nous pouvons efficacement intervenir par le truchement d'institutions comme les vôtres, pourquoi pas? Cela n'est pas de mon ressort uniquement naturellement, mais je pense que nos efforts en matière d'aide doivent se faire en tandem avec les pays africains et être portés par les pays bénéficiaires. Nous ne pouvons pas exiger de vous d'adopter nos modèles. Si vous me le permettez, je terminerai par ces quelques mots. Mon collègue est dans la salle et pourrait répondre à vos questions. Jackie, vous pouvez vous joindre à nous. Another round of questions. Nous allons procéder à un
tour de table, un autre tour de table. Oui. À côté ensuite et dans le fond. 3 questions. Bonjour, Catherine. Catherine Hensmiller de l'Association européenne du cacao. Je vais profiter de l'interprétation pour parler en français. Je voulais avoir une précision sur le blockchain et le food safety. Je ne sais pas si cela a été présenté par M. Stanel, mais je voulais avoir un peu plus de précision sur les ambitions de la Commission européenne, et notamment aussi en termes de timeline et de mise en place progressive. Et je voulais savoir si en fait ce système sera conçu comme un système européen ou si vous envisagez une coopération avec d'autres organisations internationales à ce sujet. Merci. Thank you. My name is Witsokon. Je vous remercie. Je suis M. Sabele. Je travaille à l'ambassade d'Afrique du Sud à Bruxelles. Je vous remercie tous pour vos communications très intéressantes. Et je voudrais rebondir sur un certain nombre d'éléments ou partager avec vous quelques idées. La sécurité alimentaire, à mon avis, est un objectif. Cela présuppose que tout au long des chaînes de valeur, que tous les acteurs jouent leur rôle. Néanmoins, il me semble que lorsque nous parlons de la sécurité alimentaire, nous scindons cette chaîne de valeur plutôt que de nous y intéresser de façon globale pour évaluer les résultats sur la base d'actions précises exécutées tout au long des chaînes de valeur. Prenons un exemple. Vous pouvez produire de la viande saine de qualité, mais il est très facile que cette viande soit contaminée sur le plan de travail à la maison, ce qui rendrait cette viande peu sûre ensuite. Je pense que mettre l'accent sur les politiques en soi ne se traduisent pas par une amélioration de la sécurité alimentaire. Améliorer les pratiques agricoles n'entraîne pas forcément non plus l'amélioration de la santé alimentaire. Et je voudrais me tourner vers les différents orateurs pour leur dire ceci. Supposons que je sois ici en tant qu'homme politique. Quelles seraient vos 5 recommandations clés? Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je redonnerai la parole aux orateurs. Oui, monsieur, allez-y. Je vous remercie pour vos interventions. Je suis Monsieur Dambi de l'Université de Wageningen. Je suis chercheur. Je voudrais m'adresser à Christina et à Morag. Christina, vous avez eu raison d'indiquer que nous avons un problème avec l'application des réglementations en matière de qualité et de sécurité alimentaire, notamment en Afrique de l'Est, sur la base de votre expérience. J'ai travaillé dans le secteur laitier en Afrique de l'Est, où j'ai pu moi-même connaître des expériences de rejet du lait du fait de problèmes de qualité. Tandis que
le même lait a été par ailleurs vendu sur le marché. Donc, vous avez ces deux transformateurs qui interviennent sur le même marché sans que l'on ait les moyens de faire respecter les normes. Et je voudrais rebondir sur un des arguments de Christina lorsqu'elle disait qu'il y avait un certain nombre de parties prenantes, de décideurs qui étaient décideurs politiques. Et après tout ce que j'ai entendu dire ce matin, il me semble que l'accent soit placé sur les chaînes de valeur sans que un accent particulier soit accordé aux décideurs politiques. Que faites-vous donc pour encourager ces décideurs politiques afin qu'ils envisagent la sécurité alimentaire sous un autre prisme? Comment pensez-vous pouvoir les accompagner afin qu'ils renforcent leur capacité à faire appliquer la réglementation? Je vous remercie. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Oui, allez-y. Hello, my name is Jalo Kanura. I'm from Bonjour, je suis Monsieur Kanura, consultant. Nous travaillons pour une intervention visant à améliorer la qualité des aliments et le projet Fit for Market. J'ai une question à poser à Morag. Vous avez évoqué des interventions en matière de renforcement des capacités. Comment pensez-vous que les différents intervenants peuvent... There is another question further down. Nous avons un autre intervenant au fond. Je suis conseiller à l'ambassade d'Angola. Ma question a trait aux différents intervenants, c'est-à-dire que durant les débats, je n'ai pas entendu parler, par exemple, des OGM, organismes génétiquement modifiés. Je crois que c'est une des questions qui devrait être abordée avec beaucoup plus de profondeur dans cette réunion, étant donné qu'au sein même de l'Union européenne, je crois qu'il n'y a pas encore il y a encore beaucoup trop de débats sur cette question. Et puis, dernièrement, nous avons constaté que soit les semences ou des produits OGM commencent de plus en plus à débarquer en Afrique. Alors, on est en voie de se demander si elles constituent des risques pour la santé, l'environnement, la consommation humaine. Nous aurons voulu avoir plus d'informations, de précisions sur cette question. Merci. OK, merci beaucoup. Très bien. Nous allons donner aux orateurs 1 minute et demie, en commençant par Morag. Nous allons donc procéder à rebours. Je vous invite à répondre à la question qui vous a été posée et sur les OGM, sur les semences qui peut-être nécessiteraient un exposé à part entière. Nous n'allons pas aborder un sujet qui prête à controverse en 5 minutes, mais Jackie vous répondra. Vous pourrez, Morag, répondre à la question qui vous a été posée et puis à l'utilisation des blockchains. Nous en sommes encore au balbutiement, mais je pense que nous avons déjà une certaine expérience en la matière sur le rôle des blockchains, le rôle des chaînes de valeur en Europe. Vous pourriez aborder la question et sur le renforcement des politiques dans le cadre du CAADP. Est-ce que le CAADP accorde une importance au système de sécurité alimentaire? Eh bien, 1 minute et demie, c'est très peu. Il y a eu une question sur les 5 recommandations clés: partenariat holistique, pratique de politique et opportunités que nous offre la
technologies pour répondre à certains problèmes clés liés à la sécurité alimentaire, surtout les blockchains, et des interventions du secteur privé qui pourraient être élargies ensuite. C'est en cela que je parlais d'approche holistique. Et je croyais en avoir parlé dans mon intervention. Peut-être ne me suis-je pas fait comprendre assez bien. Je pense qu'une chaîne de valeur s'effondrera au niveau de son maillon le plus faible. Il y a une tendance de mettre l'accent sur les chaînes de valeur de façon fragmentée. L'on met l'accent sur un aspect de la chaîne de valeur en pensant avoir résolu le problème. Non, je pense qu'il faut plutôt aborder la chose de façon holistique et nous devons donc travailler la main dans la main pour y arriver. Au Kenya, et j'aurais dû le dire, ce message a été intégré dans la transformation des fruits. Ce qu'a fait le Kenya, c'est de mettre en place un plan d'action national public-privé avec la représentation des parties prenantes de toutes les chaînes de production pour traiter des aspects politiques et des éléments liés aux professionnels du secteur. Le Kenya a ainsi pu démontrer que les gouvernements peuvent porter ce type d'initiative sans s'en remettre uniquement au secteur privé. Cela doit se faire dans le cadre d'une pyramide inversée et nous avons énormément, je pense, à apprendre en la matière du Kenya, exemple qui pourrait être reproduit ailleurs. Christina. Merci pour vos questions. Tout d'abord, sur le marché laitier du Kenya, comment ensuite accompagner les politiques. Le lait contaminé est souvent vendu sur le marché local et illustre l'exemple que Michael a cité tout à l'heure des poudres de lait chinoises qui ont été exportées, contaminées et exportées en Afrique. Ce n'est donc pas un problème local, mais mondial. Néanmoins, je pense que cela porte sur la capacité des différentes parties impliquées. Vous avez les services vétérinaires en matière d'aliments d'origine animale. Vous avez des vétérinaires qui interviennent, mais non pas sur tout l'ensemble des aliments produits. Il y a une absence de diagnostic établi sur les marchés. Il n'y a pas de test rapide qu'un inspecteur peut utiliser pour savoir si du lait est respectueux des normes ou si le lait est contaminé par la aflatoxine. Vous avez ensuite l'aptitude du consommateur. Il en a été question dans mon intervention. Donc, si l'on renforce les compétences de ces trois acteurs, vous avez des systèmes d'autocontrôle, de contrôle communautaire et d'autorégulation. Naturellement, il existe d'autres problèmes, comme la corruption, qui reste présente sur les marchés. Comment appuyer les décideurs? En tant que chercheurs, nous le faisons en leur fournissant des preuves de la prévalence des maladies d'origine alimentaire, du fardeau de ces différentes maladies, comme l'illustre le rapport de l'OMS sur le fardeau des maladies d'origine alimentaire. Nous concevons également des outils pour hiérarchiser ces maladies d'origine alimentaire, puisqu'elles n'ont pas toutes les mêmes conséquences sur la santé alimentaire. Certaines peuvent entraîner la diarrhée, d'autres l'épilepsie. Il y a donc différentes catégories de maladies d'origine alimentaire que nous essayons d'hiérarchiser. Ensuite, nous testons des solutions
à travers des essais généraux susceptibles de produire des statistiques qui ne sont pas aisées à appliquer dans les contextes informels. Nous envisageons également des mesures de motivation. Comment encourager l'adoption de technologies, comment le faire à travers des formations. Et c'est aussi une de nos interventions que nous évaluons à travers la santé humaine. Il ne s'agit pas pour nous d'évaluer la qualité des exportations, mais de mettre l'accent sur la santé des hommes. Merci, Christina. Listra, à vous. Je vous remercie. Je voudrais pour ma part mettre l'accent sur deux questions. Tout d'abord, ce que nous faisons pour amener les décideurs politiques à mettre l'accent sur les capacités de réguler les choses en matière de sécurité alimentaire. Sur le premier point, pour le GFSP, nous nous sommes dotés de 3 piliers, dont le premier met l'accent sur l'évaluation et l'analyse des capacités. Le deuxième pilier met l'accent sur l'organisation des parties prenantes pour évaluer ce qui doit être fait au niveau national pour améliorer les capacités en matière de sécurité alimentaire. Le troisième pilier, quant à lui, s'intéresse à la mise en œuvre à travers des programmes de formation que l'on peut dispenser pour renforcer les capacités. À cet égard, le GFSP a énormément travaillé en Afrique de l'Est, en Asie de l'Est et du Sud, sur la motivation des décideurs politiques. Nous sommes intervenus en Inde, où nous avons un partenariat avec l'autorité de sécurité alimentaire et des normes de l'Inde. Nous nous sommes intéressés à leur modèle, mais du champ à l'assiette. Ils se sont intéressés à la sécurité alimentaire en proposant des orientations pour sensibiliser à la sécurité alimentaire dans les écoles, dans les foyers, dans les lieux de culte, dans les hôpitaux. Et cela permet aux consommateurs d'avoir des niveaux d'information nécessaires. Il est donc important, lorsque nous échangeons avec des parties prenantes, de les emmener à s'intéresser à l'élaboration de résultats en matière de sécurité alimentaire en mettant l'accent de façon holistique sur les chaînes de valeur, sur les différents acteurs de ces chaînes de valeur, afin de, in fine, autonomiser les consommateurs. Quant aux 5 recommandations clés que je donnerai dans le cadre africain, nous pensons que la collaboration est importante et c'est pour cette raison que le GFSP a collaboré avec le CADES pour le processus biannuel de révision. Et dans la mise en œuvre des recommandations de ce rapport, notre objectif, c'est de travailler en étroite collaboration avec l'UA. En termes de recommandations donc aux décideurs politiques, je voudrais revenir sur les 3 recommandations qui sont ressorties de notre rapport. Tout d'abord, les gouvernements doivent hiérarchiser les préoccupations en matière de santé publique. Cela permettra ensuite de mettre un accent plus important sur la sécurité alimentaire. Et pour ce faire, il faut qu'il y ait un accent placé sur les preuves, les éléments déterminants de la santé, de la sécurité alimentaire et les moyens qui peuvent être utilisés pour garantir une amélioration des choses dans ce secteur au niveau national. Deuxièmement, il faut une approche axée sur les risques. Nous devons renforcer les capacités pour produire des évidences, des preuves, du risque, mettre moins l'accent sur les dangers, mais sur les risques que constituent ces dangers et en fonction de ces risques, déterminer les actions à mener. Au niveau des marchés,
mettre l'accent sur les facteurs de progrès pour la sécurité alimentaire. Et cette dernière recommandation met l'accent sur l'autonomisation du consommateur et sur le fait que le secteur privé investit énormément en matière de sécurité alimentaire au niveau national, notamment les paysans eux-mêmes que l'on intègre dans le secteur privé. Et tout au long de la chaîne, lorsqu'on arrive au supermarché, il y a un certain nombre de normes qui sont imposées et qui, en général, sont appuyées par des acteurs clés du secteur privé qui veillent à ce que leur chaîne d'approvisionnement soit sûre. Donc, pour le secteur public, il faudrait favoriser des partenariats avec le secteur privé pour atteindre de meilleurs objectifs en matière de sécurité alimentaire au niveau national pour garantir la sécurité alimentaire universelle d'ici 2030. Je vous remercie, Listra. Jackie, pourriez-vous répondre à la question de l'Angola sur les OGM, s'il vous plaît? Je vais profiter aussi de l'interprétation. C'est jamais facile de répondre sur des substances ou des produits qui sont très controversés. Et j'irai un peu dans le sens de ce que vient de dire Listra, c'est que nous avons de plus en plus des entreprises ou des détaillants ou des grandes marques de supermarchés qui prennent en compte, au-delà de la science, effectivement, les sentiments des consommateurs vis-à-vis de produits qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre et sur lesquels la science est un petit peu en difficulté, ou bien même des scientifiques sont d'avis différents. Et on voit effectivement de temps en temps, quelle que soit la réglementation qu'essaye d'imposer un pays ou même l'Union, des surenchères, parfois tout à fait justifiées, puisque ça doit en gros renvoyer au sentiment du consommateur quelque chose qui n'est pas toujours tout à fait satisfaisant pour nous les scientifiques, mais qui prend la place. Alors je dirais que sur les GMO, je ne suis pas un grand connaisseur, je ne vois pas forcément toutes les implications environnementales. Je peux dire aussi que j'ai connu dans le passé de la génétique tout à fait, on dirait, basique et mendélienne qui donnait certains monstres. Alors je ne sais pas si effectivement il faut simplement faire attention à ce qu'on produit et aux dérives qui peuvent avoir lieu, que ce soit par le génie génétique ou bien par la sélection normale. Je voudrais reprendre aussi pas mal de mots qui ont été dits sur notamment les policymakers et les actions qui avaient été faites. J'ai eu l'occasion de mener avec l'Union africaine pendant 2 ans le BTSF Afrique, qui était vraiment un travail formidable avec l'Union africaine, avec les communautés économiques régionales. Et nous avions abouti à un référentiel d'hygiène alimentaire très inspiré du Codex. On n'invente pas grand-chose sur l'hygiène, il faut faire propre. Il faut faire un peu de chaîne du froid, il faut de l'eau potable, il faut des choses qu'on ne trouve pas si facilement que ça dans les pays en développement. Et je pense que là aussi, les grandes priorités sont sur des infrastructures basiques. Moi, je suis vétérinaire, on est très basiques les vétérinaires. Et on a besoin de choses basiques pour faire tourner les choses compliquées si jamais elles sont réellement nécessaires. Et ces textes-là sont arrivés au niveau de l'Union africaine, ont été votés par les chefs d'État et de gouvernement en 2011, et on en est toujours là. Alors je crois que la balle est dans le camp des policymakers des États africains. Le document est là, je vous dis franchement, il ne reprend pas des choses phénoménales. Et la preuve, c'est qu'il a été voté facilement. Par contre, on a beaucoup travaillé techniquement sur la base de ces choses-là dans des entreprises. Et c'est vrai que ça a bien marché. On a eu vraiment une réaction de la part des collègues qui fonctionnent dans les services de contrôle africains. Et c'était merveilleux pour eux d'avoir cette base et de pouvoir nous montrer comment ils travaillaient. On était très contents. Évidemment, ça, c'est quand on rentre un peu dans les entreprises qui sont formelles, je dirais. Le plus compliqué, c'est effectivement cet informel, où là, on ne sait pas trop où ça commence, on ne sait pas comment ça finit. Mais ce qui est clair, c'est que si on regarde l'Union européenne, nous aussi, on a travaillé beaucoup avec de l'informel. Des abattoirs très minables dans des arrière-cours de boucherie, il y en avait. Et puis progressivement, effectivement, l'organisation du marché, c'est pour ça que je reviens sur l'intervention concernant le CADEP, c'est très très important. Chaque fois que nous allons faire des trainings, nous expliquons qu'il faut que les collègues des services de contrôle sanitaire, que ce soit pour l'hygiène alimentaire, santé animale, intègrent leurs propositions, leurs idées dans le cadre de la politique de développement agricole dans leur pays, au niveau régional et au niveau national, au niveau
continentale. Et je crois que c'est important. Ils ne le voyaient pas forcément, parce que chacun est un peu dans sa tour d'ivoire, a envie de faire sa petite chose dans son coin. Ça ne marche pas comme ça. Nous, ça n'a pas marché comme ça. C'est très clair que notre réglementation était à la DG Agri, donc elle a fonctionné avec l'organisation de la politique agricole commune. Et je ne suis pas persuadé que le SPS peut fonctionner sans ça, puisque derrière, il y a une organisation de marché, et on l'a dit, comme l'a dit Istra aussi, tout ça doit être effectivement tiré par le marché. Évidemment, quand c'est plus informel, mais progressivement, l'informel peut se formaliser. Moi, je pense à une chose, il faut faire aussi attention, c'est qu'on connaît que l'informel est très fabriqué ou très fait par les femmes. Il ne faudrait pas non plus que la formalisation les exclue de leurs activités, je dirais, d'émancipation par l'argent que peut apporter et l'intégration sociale que peut apporter cette activité. Donc voilà, des choses un peu aussi plus complexes peut-être que purement techniques. Merci. Thank you, merci, Jackie. Je vous remercie, Jackie. Isolina, est-ce que la prochaine séance d'information portera sur les blockchains? Oui, c'est prévu. Nous parlerons plus largement des outils TIC. Nous avions deux orateurs du secteur privé, Cardi Lemas, qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, qui auraient pu intervenir sur la question et qui étaient censés venir du Kenya. Nous avons des exemples en Afrique et les blockchains sont portés par les consommateurs. En scannant un QR code, vous pouvez procéder à la traçabilité générale du produit. C'est transparent, ça permet d'éliminer la fraude. Et malheureusement, nous ne pouvons pas approfondir ce sujet. Séance